Ciao à tutti, ciao ragazzi, bienvenue à tous dans cette émission, dans ce podcast exceptionnel aujourd'hui. Donc aujourd'hui on attaque avec une émission bien particulière. On va attaquer avec les Français qui sont passés par la LAD. Et aujourd'hui aux côtés de Hafid, bien sûr. Bonjour Hafid. Salut Pierre-Marie. Salut. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir à nos côtés de vous présenter en exclusivité et en invité d'honneur Ousmane Dabo. Bonjour Ousmane. Bonjour. Salut Ousmane, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au sein de la Diaita Frances. C'est un honneur, on a pu te le dire en off, mais on te le redit. Merci pour nos auditeurs d'être présents et de nous accorder quelques minutes pour parler justement de la Lazio et de ton passage. Merci à vous pour l'invitation, c'est gentil. C'est gentil. Donc on va doucement attaquer ce podcast. Donc Ousmane, juste pour revenir un petit peu sur ton parcours avant de parler de la. Donc toi, si mes informations sont bonnes, tu es né donc le 8 février 77 à Laval. C'est ça. Tu as été formé au stade lavallois puis à Rennes. Tu as commencé d'ailleurs à Rennes tes débuts avant de partir très tôt en Italie, du côté de l'Inter en 98, puis suivi des prêts à Vincennes et à Parme. On va faire le bond en avant jusqu'à l'arrivée à la Lazio à la Talente en 2001, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tu quittes le club de la Talente, le club lombard, en 2003 suite à la descente du club, et tu arrives enfin à la Lazio. Oui. Donc la première question que je pense qu'on doit se poser, moi et Hafid, c'est pourquoi la Lazio, tout simplement, et pas un autre club, et comment est arrivé ton transfert? C'est arrivé à la fin de la saison, comme vous l'avez souligné. On malheureusement, avec la Talenta, on est descendu à la suite d'un barrage avec la Regina qu'on a perdu et qu'on ne méritait pas de perdre, selon moi. Vraiment, c'était très, très, très décevant, alors qu'on avait une bonne équipe avec la Talenta, avec de bons joueurs. Et ensuite, j'ai fait la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, qu'on a gagnée. Et il m'est arrivé cette opportunité de venir à la Lazio. J'avais d'autres demandes de clubs, mais dès qu'on m'a dit la Lazio, ça m'a parlé tout de suite, parce qu'à l'époque, c'était une très grande équipe. Il y avait Yapstam, il y avait Mihailovic, il y avait encore Stankovic, Claudio Lopez. C'était Di Canio, non? Il me semble. Di Canio, il est arrivé plus tard, lui, en 2004, je crois, c'est ça? 2004, l'année d'après. Ouais. Si je ne me trompe pas, Ousmane, excuse-moi de te couper, mais pour de la petite anecdote, quand tu signes à la Lazio en 2003, c'est Mancini qui te voulait, a priori, qui t'a dit qui était vraiment intéressé par toi. Et il y a aussi une histoire avec c'est Luciano Zori qui a signé en Luciano, même temps. on est venu ensemble, de l'Atalanta, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, il y avait une histoire aussi d'un échange avec Innocenti, et ça tenait à lui le transfert, c'est ça? Je sais pas, il y avait une petite anecdote comme ça. Ouais, c'est ça, il y avait Innocenti qui était dans le deal, mais bon, moi, ça me dépassait tout ça. En plus, il y avait une histoire de copropriété aussi. C'est ça, en Italie, c'est très compliqué au niveau des transferts, donc j'ai laissé mon agent gérer tout ça, quoi. D'accord. Moi, le plus important pour moi, c'était d'aller à la Lazio. Dès que j'ai su qu'ils étaient intéressés, c'était ma priorité, et je voulais jouer avec cette grande équipe. Et ça t'a touché particulièrement que tu saches que Roberto Mancini, donc ancien quand même grand gloire du club et grand renom encore actuellement, d'avoir su justement qu'un tel joueur et entraîneur te voulait, ça t'a beaucoup touché? Oui, ça m'a énormément touché, ça m'a flatté énormément, et puis c'était un tel grand joueur. J'ai eu la chance même de jouer contre lui justement quand il était à la Lazio. Ouais. Et donc, quand tu jouais avec quel club? Quand je jouais avec Vicenza et puis avec Inter. Vicenza. Ouais, j'ai joué contre lui avant qu'il arrête sa carrière. Et non, c'est un honneur, quoi, d'être apprécié par un tel ancien joueur et tel entraîneur, quoi. Donc je suis venu tout de suite dès que j'ai su que c'était vraiment lui qui me voulait. Ça m'a convaincu définitivement, on va dire. D'accord. Malheureusement, ta première saison, elle a été compliquée. Tu as eu beaucoup de blessures, il me semble, la première saison, non?
Oui, j'ai eu beaucoup de des pépins petits physiques. pépins. J'avais des problèmes au tendon d'Achille. Donc j'ai sauté pas mal de matchs. Après, il y avait une énorme concurrence aussi. Mais bon, malgré tout, je crois que j'avais fait près de 20 matchs en tout, ou 22 matchs, je ne sais plus exactement. Mhm. Bon, j'avais joué quand même un petit peu. J'avais participé aussi au parcours de la Coupe d'Italie qu'on a gagné contre la Juventus en finale. J'avais joué un peu la finale aller à Rome, où on a gagné. Et j'avais joué des matchs précédents aussi, contre Parme notamment, et puis je sais plus, Modène aussi. Donc non, ça reste quand même un bon souvenir cette saison-là, malgré oui les petits pépins physiques, c'est sûr, ça m'a toujours freiné ça. Et donc la saison d'après, ça va un petit peu mieux pour toi, physiquement parlant. Ces pépins un peu t'abandonnent. Est-ce que tu vois ça, la saison du coup 2004, tu vois un peu ça comme la consécration un petit peu justement de t'installer vraiment dans ce 11 de départ, toi? Oui, c'est vrai que j'ai joué beaucoup de matchs, mais c'était une année très difficile puisque le club était en redressement judiciaire. Et c'est l'époque où Lotito arrive et qu'on n'est plus que... On n'est plus que, je crois, 11 professionnels à se déplacer au Japon en préparation. Donc, ça restait quand même 11 très bons joueurs, parce qu'il y avait Paulo Negro, il y avait Couto, il y avait Liverani, on avait quand même une équipe type très bonne, mais derrière, il n'y avait que des jeunes, d'ailleurs, assez prometteurs. Mais voilà, c'était une situation très, très difficile à l'époque. Et on n'était pas rémunéré dans les temps. Enfin, c'était... on savait pas ce qui allait se passer exactement, quoi. Donc on a dû se souder et ça a été une année où on s'est sauvé, je crois, à 2-3 journées de la fin, enfin à la fin du championnat. Donc c'était éprouvant psychologiquement, on va dire. J'imagine. Et Ousmane, si je me souviens bien, quand Lotito il reprend le club en 2004 et que c'est un peu c'est très galère pour vous, je crois que Lotito va acheter beaucoup de joueurs à ce moment-là. Oui, le dernier jour du mercato. Le dernier jour du mercato, je crois qu'il me semble qu'il y avait 11 joueurs. Il y avait Mathias Leckie, Talamonti, il y avait Ryan Robert. Ryan Robert et ouais, Rocky. Rocky aussi, je crois. Donc ouais, c'est vrai que ça devait être compliqué. En plus, vous paraîtrez en tournée au Japon, donc tu me disais. Ouais, c'est ça. On était parti en tournée au Japon. Ensuite, on était parti, je crois, en Angleterre, faire quelques matchs. Enfin, préparation difficile. On a joué la Super Coupe d'Italie. On a perdu contre le Milan 3-0. Ouais. Alors que d'ailleurs, j'avais revu le match et on avait fait une bonne première mi-temps, mais bon, après, Milan nous avait punis avec leur champion, avec Shevchenko. Shevchenko, la grosse. Là, on arrivait en plus au Milan de ses plus belles heures de gloire, là, en plus. Exactement. Et donc après, il y a eu tous ces transferts à la fin du mercato, donc il a fallu refaire une équipe en début de saison alors qu'on débutait le championnat. Enfin bref, c'était pas évident. C'était pas évident cette saison-là. Ouais. Tu as souligné un truc qui est intéressant et du coup moi qui attise ma curiosité. Tu parles de l'arrivée de Claudio Lotito. Si tu peux nous parler un peu du personnage, dans la vie de tous les jours. Comment il est ce monsieur? Le personnage, il est différent, on va dire, très différent. Très sûr de lui, envers et contre tout. On a pu le voir par le passé. Quand il a des convictions, il s'y tient. Mais il a su quand même au fur et à mesure des années, on va dire, évoluer et progresser aussi, puisque lui, évidemment, avant, il n'avait jamais été président d'un club. Donc c'est sûr qu'il a appris aussi sur le tas, quoi. Donc il a fait certaines erreurs, mais on peut voir que maintenant la Lazio ça se comporte très bien au niveau du club, quoi. Ils prennent très souvent les très bonnes décisions, et donc ça a évolué très positivement, je vais dire. Mais c'est un personnage atypique, voilà, c'est ce que je cherchais. Surtout qu'il arrive après à la Lazio dans une situation très compliquée. La Lazio est comblée de dettes. Comme tu as pu le dire, il a quand même essuyé quasiment toutes les dettes de la Lazio à travers toutes ces années et les décennies passées. Il a dû mettre un plafond au salaire pendant beaucoup d'années. Oui. Donc il fallait être malin sur le plan du recrutement pour recruter des joueurs plutôt prometteurs. Et essayer de garder quand même des joueurs d'expérience, en essayant de faire un système de primes. Beaucoup de frais à l'époque. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident.
Ouais. Du coup, toi, après, tu pars de la Lazio en 2006 en fin de contrat pour Manchester City. C'est ça. Comment ça se fait que, justement, le contrat arrive à terme? Tu n'as pas été renouvelé. C'était un choix personnel ou c'était le club qui n'a pas voulu Non, c'était un choix réciproque, puisque le club, comme je vous expliquais, avait installé un plafond des salaires. Et moi, quand j'avais signé de l'Atalanta, je gagnais plus que ce toit des salaires, ce plafond des salaires. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, si jamais je voulais rester à la Lazio, il fallait que je baisse mon salaire de un tiers, quoi. Donc, en étant professionnel, c'est pas possible, surtout que j'étais en pleine force de l'âge, j'avais 29 ans. Donc, on a parlé avec le président et en vérité, on s'est séparés en très bons termes parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas trouver un point d'accord, quoi. C'était pas possible. Puisque moi-même, j'étais dans la période où j'avais fait une très bonne saison à l'époque. On s'était qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Donc voilà, on s'est quitté franchement en très bons termes. Moi, si j'avais pu concilier le fait d'être à la Lazio et puis aussi le côté professionnel, parce qu'on ne peut pas non plus négliger le côté professionnel, je serais resté à la Lazio. Mais voilà, j'ai eu des offres en Angleterre et puis ça m'a permis aussi j'avais la volonté de découvrir ce championnat de Premier League aussi. Ouais. Donc l'essentiel c'était de ne pas aller dans un autre club italien. Je m'étais mis ça en tête, quoi. Je voulais pas. Donc, si je quittais la Lazio, c'était pour l'étranger, quoi. Ça fait chaud au cœur de voir que malgré, il n'y a pas de malgré, mais plutôt sur ces 3 saisons, tu avais déjà un gros attachement envers ce club. Ah oui, c'est un club qui marque. C'est un club qui marque. Surtout déjà 3 saisons, c'est quand même assez long dans une carrière. Et puis moi, j'avais l'habitude auparavant d'être toujours prêté à droite à gauche, donc c'est la première fois où, avec l'Atalanta, je suis resté 2 ans. Après Lazio, 3 ans, ça me permettait de me stabiliser. Et c'est vrai que quand tu restes un peu plus longtemps, surtout à Rome, tu t'es obligé de t'attacher au club vu la passion des supporters pour ce club. Et tu comprends après un peu la lazialità. Et donc, je pense que ça fait partie aussi du parcours romain de s'attacher aux couleurs, quoi. Justement, tu parles des supporters. Avec les supporters, comment ça se passait? Comment ça s'est passé, bien. Du moins, très, très, très bien. Pour ma part, très bien, parce que moi, j'étais un joueur... je jouais au milieu de terrain et j'étais un joueur qui défendait beaucoup et qui essayait de tout donner, quoi. Donc, on sait que les supporters de la Lazio, au-delà du talent, ils sont très exigeants à ce niveau-là. Donc, même si ça m'arrivait de mal jouer, c'est comme beaucoup de joueurs, ils me pardonnaient aussi le fait qu'ils voyaient que je me donnais à fond, quoi. Donc, je pense que le lien a toujours été bon et j'ai jamais eu le moindre problème avec les supporters de la Lazio, au contraire. D'accord. Et au niveau du retour à la Lazio en 2008, une fois que tu reviens de Manchester City, comment ça s'est passé au niveau des contacts? Ça s'est fait naturellement ou... Au niveau des contacts, restes une demi-saison d'ailleurs. Je reste, disons que je suis resté 1 an et demi à Manchester City. Ouais. Et on arrive au mois c'était janvier 2008, ouais, c'est ça. C'est ça. Janvier 2008, j'ai l'opportunité de revenir à la Lazio, qui n'était pas en très bonne posture à l'époque. Il y avait pas mal de problèmes internes au niveau du vestiaire. Et la Lazio a commencé à penser à moi, quoi. Je sais pas, c'est né d'une discussion, je crois, entre Francesca Turco et Sabatini. Et après, Sabatini a soumis ça au président Lotito. Et comme on s'était quitté en bons termes, alors que lui n'était pas forcément pour les retours, quoi. Mais là, exceptionnellement, pour moi, ils ont accordé... ils se sont dit qu'il fallait me faire revenir parce que je connaissais aussi bien le vestiaire. C'était au-delà du côté sportif aussi. J'allais aider sportivement avec, évidemment, je l'espère, mes qualités de footballeur, mais aussi parce que je m'entendais bien avec beaucoup de joueurs dans le vestiaire et je pouvais aussi aider de ce point de vue-là, quoi, en étant en quelque sorte un rassembleur, quoi. Un leader du vestiaire, ouais, il y a aussi tes qualités en termes de leader aussi. Quand tu reviens à la Lazio, tu connais le club et tu reviens aussi pour aider, pas que sur le terrain. Et aussi sur le vestiaire. Tous les joueurs, puis j'ai un état d'esprit positif parce que à Manchester City ça s'était pas bien passé, donc voilà, je suis arrivé avec de l'enthousiasme et je pense que j'ai aidé un petit peu à mon échelle, quoi, on va dire. On a vu ça, surtout qu'en 2008-2009, Pierre-Marie, on va, je pense, rebondir là-dessus et cette super épopée de Coppa Italia
l'arrivée en finale contre la Sampdoria, où tu nous as fait vibrer, on peut le dire, Pierre-Marie. Oui, c'est le terme. D'ailleurs, si tu as la curiosité d'écouter les anciens podcasts, on a fait un focus justement sur cette finale contre la Samp où on t'a désigné homme du match. Moi, Yafid. Que ce soit tout simplement par l'énorme match que tu as fait pendant les 120 minutes contre la Samp. Et bien sûr, de ton fameux but. Et je pense que tous les supporters Ladial, vous voudrez le savoir, j'en vibre encore juste d'en parler. Je le sois juste d'en parler. Voilà. De toute façon, ce qu'on veut savoir, c'est d'abord, avant de rentrer dans la séance de penalty, toi, la finale, comment tu l'as vécue? Je l'ai vécu avec une motivation incroyable. Je crois que j'ai jamais été aussi motivé dans ma vie de footballeur, parce qu'on misait tout sur ce match-là pour se qualifier en coupe, en Europa League. On avait fait une saison, aléatoire, parce qu'au début on a très bien commencé. Après on a eu des problèmes, on est descendu dans le classement. À la fin on a bien fini, mais on a tout misé sur la Coupe d'Italie et c'était un coup de poker un petit peu. Donc on arrive en étant hyper motivé, hyper solidaire, en sortant de plusieurs semaines même de retiro, de stage, quoi, de stage entre nous, de mise au vert, voilà, j'ai cherché en français. Et donc on arrive en match gonflé à bloc, contre une Sampdoria qui était une très bonne équipe avec Pazzini, Cassano devant. C'était costaud aussi au milieu, Palombo, tout ça, il y avait des bons joueurs. C'était quand même une grosse finale en ayant revu il n'y a pas si longtemps du coup pour faire l'émission. C'était quand même un match d'hommes. C'était tendu, c'était physique, c'était dur. Dès les premières minutes, même avant le but très tôt de Zarate, il y a de suite des coups, il y a de suite le premier carton du match qui arrive très très vite. On ressent que c'est un match de boucher quand même. On sent que c'est un match de bonhomme. Exactement. En tout cas, Ousmane, moi je vais te parler en tant que tifosi et supporter de la Lazio, mais pour moi ça reste le meilleur souvenir. Sache que j'en parle dans l'ancien podcast qu'on a fait sur le focus sur la finale de la Coupe. Moi, tu m'as fait vibrer, j'en ai pleuré de ce moment-là, ce moment fatidique, ce gros match, cette tension qui était palpable, je te jure, je lui ai dit à Pierre-Marie dans l'émission. La tension était incroyable. On va en parler, mais quand tu mets ce tir au but et que tu arrives à mettre ce tir au but à la fin, c'est incroyable. Explosion de joie, explosion de pleurs, de tout ce que tu veux, mais tu m'as fait pleurer. C'était extraordinaire. Nous, ce qu'on avait retenu, c'est pendant justement entre la prolongation et surtout arrivée des tirs au but, j'avais l'impression que les tirs au but étaient interminables. Est-ce que toi, tu l'as vécu pareil? Oh là là, c'était une souffrance incroyable. En plus, moi, j'ai fini le match avec des crampes, donc dans ma tête, je voulais absolument pas tirer, parce que j'étais au bout du bout. J'étais à bout. J'étais à bout. Et donc, quand Delio Rossi est venu vers moi, il m'a dit « c'est à toi de tirer ». Et j'ai dit « Non, je peux pas tirer, j'ai des crampes ». Il dit « Non, maintenant, il y a que des défenseurs qui restent. T'es obligé, c'est à toi de tirer, il n'y a pas le choix ». Et là, j'étais obligé d'y aller, quoi. En fait, là, tu nous apprends que quand tu as su que c'était toi, tu savais même pas l'ordre en fait de non, passage. Non, parce que c'est allé tellement loin que moi, je pensais pas devoir tirer. Comme j'avais eu les crampes, j'avais décliné avant, j'avais dit non, je peux pas tirer, je suis mort, je suis pas bien, il faut mettre les mecs qui sont bien, quoi. Et donc après, c'est venu à moi, quoi, parce que ça continuait. Donc arrive Campagnard le loupe, à part qu'en plus Campagnard fait un match exceptionnel, il fait un match exceptionnel du côté de la Samp. Arrive ton tour du coup, et en plus pas n'importe quel tour, le tour de si tu le mets, la Lazio a gagné. Ouais, c'est quand même positif, ouais. Parce qu'il y a eu des tours aussi avant moi, comme Lichtsteiner, je crois, et un autre, je ne sais plus c'est qui, et où lui, s'il ratait, là, c'était pour la... on était presque éliminés, on avait presque perdu, quoi. Donc moi, c'était quand même, si je dois dire la vérité, c'était quand même positif, parce que tu te dis, je marque, je fais gagner l'équipe, quoi. C'était pas un truc où je dis, je rate et on perd, quoi. Tu vois. Il y avait encore une chance derrière, quoi.
Ouais, Et pendant tout le temps où tu arrives vers le ballon avant de tirer, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu essayes de faire le vide, tu es surexcité, tu as la pression. Une énorme pression. Tout d'abord, quand je sais que c'est moi qui vais tirer, une pression presque paralysante au départ. Mais ça a duré quelques secondes. Hein. Et après, je me suis rappelé le fait que je sois revenu à la latte. C'est rare de revenir comme ça et de se retrouver à ce moment-là. Dans ma tête, j'ai dit c'est le destin. Quoi. J'étais confiant après en allant vers le ballon. J'étais confiant. Et je réfléchissais à comment placer le ballon. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je tire fort? Parce que moi, j'ai une bonne frappe. Donc, je me disais, si je tire fort, c'est bon. Mais d'abord, je voulais tirer fort. Je crois que c'était sur le côté droit. Axe ou côté droit, je ne me rappelle plus exactement, en hauteur. Côté droit. Je me suis dit, comme je suis fatigué, je vais sûrement tirer au-dessus ou envoyer une mine à côté ou dans les tribunes. Donc, je me suis dit, non, tire en bas à gauche. C'est plus simple. T'as croisé. Voilà, je me suis dit, tire en bas à gauche, je vise, quoi. Après, évidemment, vous savez bien, dans le foot, des fois, on vise et on tire à côté ou poteau ou quoi. Mais dans ma tête, c'était ça. Et je suis resté sur cette idée-là. Donc après, je sais plus qu'est-ce qui m'a donné le ballon, c'est un ramasseur de balles qui m'a donné le ballon. J'avais déjà ça en tête, côté gauche en bas. Voilà. Ah, t'avais déjà choisi. Je suis resté là-dessus. J'ai tiré et puis voilà, c'est allé où je voulais, heureusement. Et voilà, explosion de joie, quoi. Et au moment de l'explosion, tout le monde se jette. Tout le monde se jette sur la. Tout le monde se jette sur Je me rappelle encore du cri du stade. C'est assourdissant. C'était incroyable. Ça doit faire des frissons. Déjà que ça fait énormément de bruit en temps normal pour y être sur les jours de gros matchs ou quand il y a vraiment des golasses extraordinaires, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je pense par exemple, j'étais allé voir Lazio Torino il y a 1 an et demi, où le fameux but de Milinković Savić en pleine lucarne de 30 mètres, ça avait fait un bruit assourdissant, mais alors, ton but... c'était électrique. Le stade était une guichet fermé. Comme on dit en Italie, là, je sais plus. C'était comme une bouilloire, quoi, le stade. C'était un chaudron, un véritable chaudron. Un chaudron, voilà. Moi, je parle plus italien maintenant que Au contraire. Ousmane, moi j'avais une petite question. Tiens, je suis très curieux. Tu sais que Mathusalem, il a été suspendu, sachant que c'est lui qui devait jouer. Ouais, oui. Du coup, est-ce que c'est lui qui devait jouer à la base contre la Samp? Oui, je pense qu'il aurait joué. Ouais. Il aurait joué. C'est ce qu'on disait donc dans la Sainte Podcast avec Pierre-Marie. On disait que si Mathusalem était là, je pense pas que je serais sûrement rentré, je pense, parce que le coach comptait sur moi. Mais je pense qu'il aurait gardé au milieu les Desma, Brocchi et Mathusalem et Foggia à droite, quoi. Non, Foggia à gauche, pardon. Foggia à gauche. Ouais. Si tu as l'occasion de remater encore le match, tu peux voir que tu as énormément couru. Ce match-là, je suis content que tu l'aies remarqué, parce que souvent on se rappelle que du tir au but, mais c'est vrai que ce match-là, j'étais bien. J'étais bien ce match. Moi, je pouvais faire des accélérations, aller faire un pressing. J'étais chaud. Je me suis dit, mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines avant, je me suis fait une grosse entorse à la cheville. D'accord. À l'entraînement. Il y a un centre de Silvestri, je marche sur le ballon, je me fais une entorse à la cheville, je pleurais. Je croyais que j'allais rater la finale. Oh putain. Je crois que c'était 1 mois avant, quoi. Donc je me mis 15 jours ou une quinzaine de jours à me remettre. Donc après, j'avais en objectif vraiment la finale, quoi. Mais tout en ne sachant pas si j'allais jouer. Et le coach m'a fait jouer le match d'avant contre l'Udinese en championnat. Ouais. Et j'ai fait un bon match. Il a vu qu'on avait perdu, je crois, mais j'avais fait un bon match. Il a vu que j'étais en forme. Et c'est là qu'il a pu compter sur moi au milieu pour remplacer Mathusalem, quoi. Donc c'est pour te dire ma motivation aussi, parce que j'ai pensé rater la finale, quoi. Tu vois, tu pensais rater la finale, mais comme j'étais blessé. Tu t'es mis un vraiment objectif. là, le fait de jouer la finale, c'était du bonus, quoi. J'étais dans un très bon état d'esprit, quoi. On va dire que c'est un peu le destin, cette finale. Hein. On va dire que tout s'est bien déroulé pour toi. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est magnifique. Ça, c'est ça. En tout cas, encore merci pour ce penalty. Merci une fois. Et grâce à ça, mon amour à la Lazio, il a été multiplié, sachant en plus que tu étais le premier Français de la Lazio. Et voilà, on tenait à te remercier. Ça me fait plaisir.
Et donc, on va arriver vers la fin de ce podcast. On va encore t'embêter avec juste 2-3 questions. Après, on te libère, Ousmane. D'accord. Juste pour toi, donc les 2 questions qui me turlupinaient. Si tu dois retenir 1 ou 2 joueurs qui t'ont marqué à travers tes 2 passages à la LAD, ce seront lesquels? Sans faire de préférence, mais que ce soit au point de vue peut-être amical ou même sportivement parlant, un joueur qui t'a impressionné à jouer à côté ou sur le terrain. Oh, il y en a beaucoup, hein, tu sais, parce que la première fois que je suis allé, quand on était à la LAD, c'est au 2003, il y avait Albertini aussi, c'était une de mes idoles. Albertini, qui était très fort. un peu en fin de carrière, mais quel grand joueur. Il y avait Yapstam, il y avait tellement de grands joueurs, Mihailovic. C'est dur de citer qu'un, quoi. Ouais, il y en a tellement. Franchement, c'était des très grands, Fioré, c'était des très grands joueurs, quoi. Favali. César. Je peux tous les citer, quoi. Perroudi César, aussi, Perroudi, ouais, c'est l'équipe incroyable. en général, quoi. C'est l'équipe Pierre-Marie, en général, c'est dur de ressortir quelqu'un. Après, on peut lui parler dans de la Di Canio deuxième aussi. partie, Di Canio aussi, il était en fin de carrière, mais c'est un grand joueur. Et après, Tommaso Rocchi aussi très fort, un peu sous-évalué. Disons, du point de vue international, parce que devant lui, à cette époque, il y avait tellement de grands attaquants qu'il avait du mal à aller en équipe d'Italie, parce qu'il y avait encore... c'était à l'époque des Totti, des Voilà, c'est dur pour lui de se faire une place. C'est compliqué. C'était un super joueur. Mais c'est vrai que celui qui m'a vraiment marqué dans la deuxième partie, c'est Zárate, parce que il est arrivé, le gars, Jésus, il nous faisait gagner des matchs, quoi. Il nous faisait gagner des matchs. Des fois, c'était serré le match et tout. Lui, boum, il sortait quelque chose, on gagnait, quoi. Ah ouais, il était sur un nuage. Hein, il était très chaud. Ouais. La première saison, là, il était très très chaud. Il est très très chaud. Et on peut aussi, Pierre-Marie, lui parler. Tu me parlais de Di Canio, toi que ton papa aimait beaucoup. Ouais. Mais je me rappelle, moi, je voulais t'en parler aussi. C'est un fait marquant où tu as joué aussi. C'est ce match derby en 2005. Oui, super match. Il y a un super match où il y a 3-1. Et ce but de Di Canio que tu as vécu, tu étais titulaire à ce match. Ouais, en plus j'étais juste à côté de Liverani quand il fait la passe là, extraordinaire. Il fait la passe. Pied gauche, pied gauche magique, Fabio. Ouais. Exceptionnel. La passe qu'il fait là, j'étais juste à côté, j'ai bien vu la trajectoire. Après, quand je le vois marquer, Paolo, c'était une joie incroyable. Mais après, il restait quand même du temps. Et on a été bon, on a été agressif pendant tout le match, alors que franchement, personne ne misait sur nous. On sortait d'une défaite, je crois, à l'Udinese. Et c'était un moment très très difficile. On n'était pas très bien classés, à la pression des supporters. Et malgré tout, on a réussi. Il fallait pas se louper. Hein. On le sait à quel point pour les Ladiales c'est important. De toute façon, en plus, ce derby de la capitale. Hein. Vous pouvez vous louper. Enfin, pour les joueurs en général. En plus, on avait gagné avec la manière, hein, alors qu'à l'époque, la Roma nous était supérieure et on avait vraiment bien joué en plus. Ouais. Et donc, pour conclure. Si tu veux choisir un entraîneur, plutôt Mancini ou Rossi? Là je peux pas choisir. Dans les deux, tu peux dire Papadopoulou. Mais bon, après, quand même, tu l'as connu, je crois. Caso et Papadopoulou. Ouais, Papadopoulou, il a fait un bon passage aussi. Hein. Mais Delio Rossi, c'est vrai que j'ai un lien plus étroit puisque je suis resté quand même plusieurs années avec lui. Donc c'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Ouais. En tout cas, Ousmane, on va te libérer. Je voulais encore te remercier pour ton invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir eu. Merci de nous avoir. Non, mais c'est un plaisir pour moi. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des supporters français de la Lazio comme ça qui font des émissions et tout. C'est super, continue. Merci beaucoup. On essaye de faire au mieux. Merci aussi pour tout ce que tu as pu apporter à la Lazio, que ce soit à travers la finale ou même tout son passage. Tu as été exemplaire. Tu as été un joueur quand j'étais jeune ado que j'ai adoré, que je te prenais tout le temps à la Ligue des Masters sur PES avec Nicagne. J'espère que je t'ai fait gagner. C'est simple, avec mon papa quand on jouait ensemble à PES sur la Ligue des Masters, on attendait que toi et Nicagne soient à la retraite pour vous reprendre jeune, et là on a arraché tout. Donc oui, c'est la petite anecdote. Ça fait plaisir. Donc merci pour tout, merci pour ton intervention, merci pour tous les auditeurs que tu vas faire le plaisir d'écouter, merci pour l'ensemble de ta carrière en général.
Et j'espère avoir le plaisir aussi de te revoir et d'être encore parmi nous à d'autres occasions, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu seras disponible. Et merci à toi. Merci à Fid, en tout cas, encore d'avoir été là. Merci Pierre-Marie. Merci de nous avoir partagé un moment comme ça avec Ousmane. C'est exceptionnel. Moi, tu vois, je repars en enfance quand je parle, quand je te parle. Moi aussi, là j'ai encore 15 ans. J'ai encore 15 ans, moi aussi. Voilà. Donc, c'est top. C'est top. Bah, merci à vous pour l'invitation et puis on garde le contact de toute façon, ok ? Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas aussi à tous, chers auditeurs, auditrices et tifosi Laziali. Ciao a tutti, ciao ragazzi della Gialta francese e forza Lazio. Forza Lazio, ciao.